Et maintenant, je vais vous parler de fonctions d'onde et d'approximation variationnelle des fonctions d'onde ou d'état quantique par réseau de neurones. Je vais essayer en 1h10 de vous donner les bases qui vont vous permettre de suivre les séminaires qui suivent, et en particulier celui de Philippot tout à l'heure à 14h30. Donc, de quoi s'agit-il? Donc, je passe tout ça. De quoi s'agit-il? Donc, comme vous le savez bien, le problème à N-corps quantique, sur lequel j'ai déjà fait beaucoup de cours au Collège de France, est un problème qui est un problème exponentiellement difficile, puisque quand on a n particules, eh bien, on a un espace de Hilbert qui est exponentiellement grand. Et rien que le problème de trouver l'état fondamental est en général un problème complexe. Il s'agit de trouver une fonction d'onde de n variables. Et si vous pensez à un système réaliste, n va être 10 puissance 21. L'espace de Hilbert va être exponentiel de 10 puissance 21, qui est un nombre auquel vous ne pouvez même pas penser dans vos rêves. Donc, on a véritablement affaire à un espace de grande dimension. S'il y a un endroit où il y a des grandes dimensions, c'est bien celui-là. L'idée qui va être derrière ça, c'est d'utiliser le principe variationnel, comme dans toutes sortes d'autres méthodes du problème à N-corps quantique, par exemple, en premier lieu, le Monte-Carlo variationnel. Et l'idée nouvelle, c'est de représenter cette fonction d'onde par un réseau de neurones. C'est-à-dire la plupart des méthodes de Monte-Carlo variationnel, elles supposent une certaine forme a priori de la fonction d'onde en y mettant des ingrédients physiques, par exemple un facteur de Jastrow, on verra ça plus tard dans le reste du cours, un projecteur de Gutzwiller, etc., etc. Et on optimise les paramètres par des méthodes de Monte-Carlo variationnel. Alors la chose remarquable, c'est que quand on ne met pas a priori des considérations physiques qui contraignent la forme de la fonction d'onde, mais qu'on la représente par ces fonctions hautement non linéaires qui sont ces réseaux de neurones, on arrive à faire mieux. Je vous laisse réfléchir aux implications philosophiques, que si on met moins d'informations humaines, on arrive à faire mieux variationnellement. C'est peut-être un peu déprimant, mais en tout cas, c'est effectivement la réalité. Et l'article qui a vraiment lancé ce sujet, c'est un article de Giuseppe Carlo et Matthias Troyer, que j'ai déjà mentionné, qui a à peu près 6 ans maintenant, et qui a véritablement lancé ce domaine. Il y avait déjà des précurseurs, mais essentiellement, si je ne me trompe pas, pour l'équation de Schrödinger à une particule, des articles assez anciens, mais l'utilisation pour un problème à N-corps, c'est en particulier cet article, et Giuseppe sera là pour nous faire le séminaire de la semaine prochaine. Alors, exemple de problème à N-corps qu'on peut vouloir étudier avec ce genre de choses. La liste est évidemment non limitative, mais juste pour vous donner un petit exemple. Alors, un problème que tout le monde aime bien dans ce domaine, parce que c'est vraiment un test, c'est le modèle d'Ising en champ transverse. Donc, pour ceux qui ne sont pas très familiers avec la mécanique quantique des systèmes à N-corps, tous les objets qui sont écrits ici sont des opérateurs qui agissent sur mon espace de Hilbert. Et pour les deux premiers Hamiltoniens, il s'agit d'Hamiltoniens de spin, disons de spin 1,5. Donc l'espace de Hilbert, c'est en chaque site, j'ai deux états possibles, qui sont Sz égale plus ou moins h bar sur 2. Et les opérateurs qui ont des petits chapeaux ici, mais qui vont rapidement perdre leur chapeau dans la suite des slides, sont des opérateurs qui agissent sur cet espace de Hilbert, donc qui est dans le cas de n spin 1,5 à dimension 2 puissance n, donc exponentiellement grand. Alors ça, c'est le modèle d'Ising en champ transverse. Qu'est-ce que c'est? C'est un terme qui couple seulement les composantes Z des opérateurs. Donc les composantes Z, elles commutent entre elles et tout va bien. Et puis un terme qui est ce champ transverse qui couple à la composante X. Donc en gros, qui veut renverser les spins. Alors vous voyez que, comme vous savez bien, l'opérateur Sx ne commute pas avec l'opérateur Sz. Et c'est pour ça qu'on ne sait pas a priori diagonaliser explicitement cet Hamiltonien. Il se trouve que cet Hamiltonien, il est très sympathique parce que d'une part, il est soluble exactement à une dimension, on peut calculer tous les états excités. J'y reviendrai par une méthode de fermionisation. On utilise ce qu'on appelle la transformation de Jordan-Wigner, et à une dimension, ce modèle se mappe sur un problème de fermion libre. Donc on sait tout calculer. Donc c'est un bon système test.
à une dimension uniquement. Par ailleurs, il se trouve que cet Hamiltonien est aussi réalisable dans des dispositifs expérimentaux. Donc ça, on le verra au cours prochain. Les atomes de Rydberg piégés par des pinces optiques réalisent cet Hamiltonien. C'est ce que fait par exemple de manière magnifique Antoine Brovès à l'Institut d'optique et aussi Michel Loukine à Harvard. Et donc on verra ça la fois prochaine, comment on réalise cet Hamiltonien par des atomes de Rydberg. Un autre avantage de cet Hamiltonien, c'est que les coefficients de la fonction d'onde sont tous positifs et réels. Et voilà, et donc c'est plus facile à regarder. Donc voilà, le modélising en champ transverse, c'est un peu un workhorse pour tester tout ça. On peut compliquer les choses en regardant le modèle de Heisenberg. Donc le modèle de Heisenberg, il va avoir une invariance SU2 complète, d'accord? Donc c'est SI-SJ, vecteur, ça veut dire c'est la somme du terme SIZ, SJ d'Ising, XX et YY. Alors ici, je l'ai écrit en introduisant les opérateurs S+ et S- qui renversent le spin. L'état fondamental de cet Hamiltonien, il est évident quand J est ferromagnétique, c'est tous les spins vers le haut ou tous les spins vers le bas, et il est hautement non trivial quand les J sont antiferromagnétiques, puisque vous voyez que ce terme ici a un état fondamental qui est l'état de Néel, up, down, up, down, up, down. Mais en revanche, clairement, cet état de Néel n'est pas un état propre de ces termes-là qui introduisent des défauts en retournant deux spins. Pour la petite histoire, les gens disent que c'est pour ça que Néel, qui ne connaissait pas la mécanique quantique, a découvert l'antiferromagnétisme, alors que Landau, qui connaissait la mécanique quantique, pensait que l'antiferromagnétisme était impossible. Ça, c'est une sorte de légende urbaine, je ne sais pas si elle est exacte. Mais enfin, c'est juste pour insister sur le fait que le modèle d'Heisenberg antiferromagnétique est un modèle non trivial du point de vue de son état fondamental. Il y a des liens très forts entre ce modèle et le modèle de fermion sans spin, avec des interactions plus proches voisins, et puis bien sûr l'icône du problème à n-corps quantique fermionique qui est le modèle de Hubbard. Voilà toutes sortes d'exemples, donc qui lui aurait cette fois un espace de Hilbert encore plus grand de dimension 4 puissance n, voire le cours que j'ai donné ici il y a 2 ans. Donc voilà toute une série de modèles qui ont tous en commun d'avoir un espace de Hilbert exponentiellement grand et de vivre sur un réseau, que ce soit des spins ou des fermions. Alors on peut aussi évidemment vouloir regarder des problèmes directement dans le continu. Il n'y a pas a priori un divorce complet entre ces deux approches, puisque dès qu'on prend un problème dans le continu et qu'on définit une base de fonction d'onde pour regarder cet Hamiltonien, on se ramène à un problème de ce type. Mais ça, c'est plus sémantique qu'autre chose, parce que quelquefois, ces bases sont extrêmement grandes. Et donc, le problème dans le continu, on peut vouloir l'aborder directement dans le continu. J'en parlerai un peu au cours 4. Alors, maintenant, je vais fixer un certain nombre de notations qui vont nous servir dans tout le cycle du cours, pour vraiment fixer les concepts de manière claire. Donc ça se rattache aussi à des cours que j'ai faits au cours des années précédentes. Donc, prenons par exemple le cas simple de n spin 1,5, comme les modèles d'Ising en champ transverse ou Heisenberg, et essayons de nous demander comment on construit l'espace des états à n particules à partir de l'espace des états à une particule. Donc, je dois faire un choix de base pour l'espace des états à une particule. Évidemment, je peux choisir, en l'occurrence c'est un spin, de quantifier selon l'axe que je veux. Bon, là, il n'y a pas énormément de choses que je peux faire. Si c'est un spin 1,5, je peux par exemple choisir l'axe de quantification selon Z. Et donc, sur chaque site, j'ai simplement un qubit, si vous voulez, qui vaut 0 ou 1, ou plus h bar sur 2, moins h bar sur 2. Pour les gens qui font de l'informatique quantique, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, il est devenu très à la mode de ne plus écrire S, I, Z, mais d'écrire tout simplement ZI, ZJ et XI pour les matrices de Pauli. Donc ça, c'est l'écriture du modèle d'Ising d'un champ transverse en notation informatique quantique. Alors, ça, c'est l'espace de Hilbert à une particule. L'espace de Hilbert à n particules, c'est le produit tensoriel de tous ces espaces de Hilbert. Alors, dans le cas des fermions, ça va être un peu plus compliqué. Il faudra antisymétriser, etc. On y viendra au cours 4. Mais ici, c'est simple. Donc, tout simplement, une base de Hn
que partout je vais noter n. Donc n, c'est un n-uplet. Chacun de ces ni peut valoir 0 ou 1, d'où mes 2 puissance n états. Et ça, c'est ma base de mon espace de Hilbert à n spin, en l'occurrence. Maintenant, si je considère un état quantique psi, qui est un état, pas nécessairement un état propre, disons un état quelconque, de mon espace de Hilbert pour le problème à n corps, je peux toujours le décomposer sur cette base d'état. Et donc sa décomposition, je vais lui donner la notation suivante, c'est petit psi de n1 nn. C'est le coefficient de la décomposition de cette fonction d'onde, coefficient qui est évidemment en général complexe, sur cet état de base. Et si je normalise mon état psi, je dois avoir que la somme des amplitudes au carré vaut 1. Quand je fais une mesure projective, eh bien je mesure, si je fais une mesure projective sur un état de base, donc par exemple dans mes atomes de Rydberg, je mesure selon Z, eh bien je vais trouver le résultat N1, Nn avec une probabilité psi de n au carré. Ça, c'est la notion de mesure projective en mécanique quantique. Je dis ça pour la fois prochaine en particulier. Donc vous voyez que cette fonction psi, qui sont les coefficients de ma fonction d'onde, c'est une fonction qui, en l'occurrence pour des spins, part de variables binaires qui prennent 2 puissance n valeurs dans le corps des complexes. Et donc c'est ça ma fonction psi que je vais vouloir approximer, qui va devenir psi θ de n, approximée par ces méthodes de réseau de neurones. Alors pour faire ça, j'ai besoin d'une fonction de coût, j'ai besoin de faire deux choses, j'ai besoin de définir la fonction de coût que je vais chercher à optimiser, et puis j'ai besoin de définir l'architecture du réseau. Et donc je vais faire ça rapidement, enfin pas si rapidement que ça, dans le reste de ce cours. Donc quelle est la fonction de coût? Alors évidemment, si ce qu'on cherche c'est l'état fondamental, eh bien on va utiliser tout simplement l'énergie variationnelle comme fonction de coût, et le célèbre théorème qui nous dit que l'énergie de l'état fondamental c'est le minimum sur toutes les fonctions psi possibles. Alors, je vous passe le cas où il y a des dégénérescences, etc. Mais en gros, c'est le minimum sur tous les psi possibles de l'énergie dans la fonction, de la valeur moyenne de l'hamiltonien dans l'état psi normalisé. Alors ça, c'est très facile à prouver. Vous pouvez, par exemple, décomposer psi sur une base des états propres. Donc maintenant, les psi alpha ici sont des états propres du problème à n corps, une base complète d'états propres. Vous décomposez ça sur cette base d'état, et vous trouvez que cette moyenne, c'est E0 plus une quantité manifestement positive. Donc c'est toujours plus grand ou égal à E0, et si psi égale psi 0, ces termes sont nuls. Alors maintenant, donc ça c'est le principe variationnel et la fonction de coût. Donc maintenant on va introduire une paramétrisation de cette fonction variationnelle. Donc on va de nouveau, n, c'est n1, nn, c'est une notation condensée pour ça, et je cherche à paramétriser psi θ. Donc là, il y a plusieurs architectures possibles, il y a plein d'architectures possibles, et on les verra, on va en voir plusieurs au cours de ces cours, en particulier dans les séminaires. Aujourd'hui, je vais strictement me confiner aux machines de Boltzmann restreintes, donc au RBM, Restricted Boltzmann Machine. Mais on peut utiliser d'autres architectures ou combiner ces architectures, implémenter par exemple l'invariance par translation explicitement en utilisant des réseaux de neurones convolutionnels ou CNN, et comme vous le verrez en particulier dans le séminaire de Juan Carrasquilla, utiliser des modèles autorégressifs, donc récurrents, comme on l'utilise dans les modèles de langage, Recurrent Neural Networks, dont Juan parlera le 23 mai. Si vous êtes intéressé par une comparaison de ces... Alors, donc, une question naturelle qui arrive, c'est oui, mais alors, quelle architecture je dois choisir? Donc, à quelle architecture je dois choisir? Quel optimiseur je dois choisir, etc. Donc, si vous vous intéressez à cette question, il y a un article très récent de ces auteurs qui fait deux choses, qui compare différentes architectures et qui compare aussi, et c'est très important, différentes manières d'implémenter les symétries du problème explicitement. Donc cet article fait les deux choses en fait. Bon, alors qu'est-ce que c'est qu'une machine de Boltzmann restreinte? Alors, vous vous souvenez du perceptron?
Donc dans le perceptron, il y a une couche d'entrée, des couches cachées, une couche de sortie. Ici, la machine de Boltzmann restreinte la plus simple, c'est celle qui est dessinée ici. Donc vous avez une couche d'entrée qui va coder pour mes 2 puissance n bits. D'accord ? Donc chacun des neurones rouges peut prendre 2 valeurs, 0 ou 1, ou moins 1 et 1. Donc c'est un spin 1,5. Et c'est codé sur ces n bits d'entrée. Et puis vous avez simplement une couche cachée. Il n'y a pas de couche de sortie, il y a juste une couche cachée. Et on va aussi décider, c'est un choix, que sur ces neurones des couches cachées, j'ai aussi une variable binaire qui s'appelle ici petit h, juste pour vous confusionner. Dans le cours 1, petit h, c'était des poids réels ou complexes. Ici, c'est des variables binaires qui valent plus ou moins 1. J'aurais pu les appeler taux, par exemple, mais bon. H comme hidden. Et donc, je fais exactement la même chose que dans mon perceptron, c'est-à-dire que j'applique des biais sur la couche d'entrée, AI, des biais sur la couche cachée, BJ, et des connexions, WJ, entre la couche d'entrée et la couche cachée. Alors, pourquoi restricted ? Parce que vous voyez qu'il n'existe pas de connexion entre les unités de la couche d'entrée, et il n'existe pas de connexion entre les unités de la couche cachée, mais seulement de la couche d'entrée vers la couche cachée. Donc c'est ça le mot restricted, le restricted Boltzmann machine. Et au tout début, en particulier du machine learning, en particulier dans la communauté de physique statistique dans laquelle j'ai baigné dans les années, fin des années 80, pour les gens qui s'intéressaient aux vers de spin et au lien avec les réseaux de neurones, il était très à la mode de regarder des réseaux complètement connectés, aussi parce qu'on sait les résoudre. Du point de vue de leur efficience en termes de généralisation, ces réseaux complètement connectés sont des cauchemars. Et en fait, Hinton et d'autres ont beaucoup popularisé l'usage de ces matrices, de ces modèles de Boltzmann restreints qui ont des meilleures propriétés pour l'apprentissage. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur ces machines de Boltzmann ? Ah oui, vous voyez que si je coupe les connexions, si je mets tous les W à 0, cet état est tout simplement un état produit. On peut oublier la couche cachée puisqu'elle est disconnectée. C'est tout simplement un état produit de ce type. Et ça, c'est l'ansatz de champ moyen. Donc si je veux faire le champ moyen du modèle leasing, je vais appliquer le principe variationnel avec une fonction d'onde qui est exactement ce terme, qui est juste un produit de site disconnecté de exponentielle de AS. Voilà. Exponentielle de AS peut prendre que 2 valeurs, puisque S peut prendre plus 1 ou moins 1. Donc exponentielle de A, exponentielle de moins A. Et donc, quelle est la fonction des connexions et de la couche cachée ? C'est d'introduire des corrélations entre les différents sites. Donc, qu'est-ce que c'est mon amplitude psi-θ ? Alors maintenant, j'utilise petit s, c'est mon petit n de tout à l'heure, c'est les configurations de spin, d'accord ? C'est la trace sur les h, donc je fais la trace sur la couche cachée, donc je somme sur les 2 puissance h configurations des variables d'Ising petit hi de la couche cachée de ce poil Boltzmann. Et vous voyez qu'en faisant cette trace, bien entendu, j'introduis des corrélations entre, par exemple, ce qui se passe ici et ce qui se passe là. C'est ça toute l'idée. De la même manière que, quand on appliquera ça aux fermions, on peut introduire des corrélations, même si la fonction d'onde pour l'ensemble du système est un déterminant de Slater. On verra une idée très similaire qu'on a développée avec Javier Robledo Moreno, Giuseppe Carleo et James Stokes, où on étend l'espace de Hilbert et on fait la trace sur le secteur caché pour introduire des corrélations entre les fermions de la couche visible, même si, par exemple, la fonction qu'on regarde est un déterminant de Slater dans le grand espace. On verra ça au cours 4. Bon, voilà. Donc ici, les paramètres θ que je dois optimiser, c'est les biais A et B sur les 2 couches. C'est les connexions entre ces 2 couches. Et le nombre de neurones dans la couche cachée n'est pas nécessairement, bien sûr, égal au nombre de sites dans la couche d'entrée. On va l'appeler grand H. Et la capacité
du réseau, c'est, disons, où la densité, c'est le rapport du nombre de neurones dans la couche cachée au nombre de spins dans mon problème, H sur N, et c'est ça le paramètre de capacité du réseau. Alors, cette trace sur les variables cachées, je peux la réaliser explicitement, et là, vous allez voir un petit peu plus la connexion avec le perceptron. Vous voyez que psi θ de S, bon, ben, c'est ma fonction de produit de champ moyen, fois ce terme qui introduit des corrélations entre les spins, qui est le produit sur tous les neurones de la couche cachée de cette fonction non linéaire prise sur cette combinaison affine, biais plus poids fois spin. Donc vous voyez la connexion, l'analogie avec ce que j'ai décrit tout à l'heure pour le perceptron. On fait une composition affine, on prend une transformation non linéaire. Ici, ce cosinus hyperbolique vient du fait que j'ai postulé un poids de Boltzmann. On pourrait juste prendre cette expression et décider qu'on change le cosinus hyperbolique par autre chose, ce qui est fait quelquefois. Donc il n'y a rien de magique à ce cosinus hyperbolique, si ce n'est que c'est une fonction non linéaire. Par ailleurs, un point important qui me donne toujours un peu des frissons, c'est que comme la fonction d'onde est en général complexe, sauf pour mon modèle d'Ising en champ transverse, les coefficients A, B et W doivent être promus au rang de poids de Boltzmann complexe, enfin de couplage, pardon, pas de poids de Boltzmann complexe, de couplage complexe, pour décrire la partie, à la fois le module et la phase de la fonction d'onde. Voilà, alors il y a plusieurs manières de faire ça. On peut le faire directement en mettant A, B et W complexes. On peut aussi décider d'avoir deux réseaux de neurones différents, on le verra dans le cours sur la tomographie, pour la phase et l'amplitude, par exemple. Voilà. Alors, de la même manière qu'il y avait ces théorèmes d'approximation, Sibvenko et autres, sur les perceptrons, il existe aussi des théorèmes d'approximation similaires pour les machines de Boltzmann restreintes. Et il y a un célèbre article de Leroux et Benjo qui montre ça. Donc je vous passe un peu les détails du statement ici, mais c'est assez facile à comprendre. En gros, ce qu'on montre, c'est que, étant donné une certaine distribution, il est toujours possible d'abaisser la valeur de la divergence de Kullback-Leibler, qui va être notre mesure de similarité entre mes deux distributions de probabilité, en augmentant le nombre d'unités dans ma machine de Boltzmann. Donc ça, c'est le premier théorème. Et le deuxième théorème, c'est un théorème d'interpolation de convergence, qui est que toute distribution sur 0,1 puissance n peut être approximée avec une approximation arbitrairement bonne, dans le sens de la divergence de Kullback-Leibler, avec une machine de Boltzmann restreinte. Alors vous voyez, avec k plus 1 unité cachée, où k est le nombre de vecteurs dans mon espace que je veux approximer, avec une probabilité non nulle. Donc ce théorème, il est sympathique pour assurer l'universalité de la représentation, mais évidemment, il n'est pas très contraignant. Enfin, il peut concerner des nombres. C'est huge models can represent any distribution, peut représenter un nombre exponentiellement grand de paramètres. Il y a évidemment eu des progrès sur tout ça. Je ne suis pas un spécialiste. Je crois que j'avais cité un article que m'a signalé Philippot qui améliore ce genre de choses. Si vous voulez avoir un petit peu une revue high level sur l'utilisation des machines de Boltzmann restreintes en physique quantique, non seulement pour les fonctions d'onde, mais aussi pour d'autres applications comme la tomographie et autres, vous pouvez regarder ce perspective dans Nature Physics paru il y a quelques années. Alors, une des questions qui est vraiment intéressante et que je n'aurai pas trop le temps de discuter dans ces cours, mais peut-être dans les séminaires on aura le temps d'en parler, qui est de voir ces représentations par réseau de neurones dans un cadre plus général. Finalement, il s'agit d'une méthode de compression de l'information dans une fonction d'onde. Et c'est aussi ce que font les méthodes de produits de matrice, de matrix product states, qui ont conduit à toutes les méthodes de tensor network. Tout ça ayant démarré il y a 30 ans maintenant avec l'algorithme DMRG, de l'organisation de la matrice densité.
Et donc on peut se demander quel est le lien entre ces représentations par réseau de neurones et les représentations MPS et ces méthodes de réseau de tenseurs. Alors il y a pas mal de papiers, certains assez récents, qui sont parus sur ce sujet, qui sont vraiment intéressants. Certains établissent une connexion purement formelle, qui est, à mon avis, pas extrêmement utile. Je ne vais pas citer tels articles, mais il y en a qui sont intéressants, mais qui établissent une connexion formelle qui ne nous permettent pas forcément de conclure que la représentation en termes de réseau de neurones va être utile. En particulier, il est assez facile de donner des exemples, de donner un exemple, je le citerai après, de systèmes qui ont par exemple un ordre topologique, donc où il y a un ordre à très longue distance caché dans le système, et pour lequel il y a une représentation MPS extrêmement simple, très très simple, avec des matrices simplement 2-2, mais pour lesquelles les machines de Boltzmann les plus simples ont des problèmes. Elles peuvent être généralisées et avoir moins de problèmes. Mais il y a d'autres articles qui donnent des estimations sur le coût computationnel de représenter un MPS donné en termes de réseau de neurones. Et en particulier cet article-là donne des preuves, je crois, qu'on peut représenter un MPS donné à coût polynomial. Donc il y a une sorte d'emboîtement comme ça, il y a tous les états quantiques dans mon espèce de Hilbert, et cet article montre qu'avec une représentation en termes de réseau de neurones assez générale, on peut couvrir toute une série de représentations de type MPS, PEPS, etc. Encore une fois, je ne vais pas avoir beaucoup le temps de discuter ça, mais c'est un domaine de recherche actif et intéressant. Il y a aussi un article de Riccardo Rossi, Filippo, sur le lien entre MPS et réseau de neurones récursif, qui est très intéressant, paru l'année dernière. Alors, revenons à nos machines de Boltzmann restreintes. Donc, on a parlé de la représentation, elle est très simple, et maintenant, on va parler de l'optimisation. Donc, ce slide résume en gros le processus d'optimisation, et ensuite, je vais entrer dans les détails. Mais il vous donne en gros la stratégie. Donc, la première chose, c'est de montrer que l'énergie variationnelle, donc psi-h-psi sur psi-psi, peut en fait représenter comme une somme sur les configurations petit n, configurations étant les états de base de mon espace de Hilbert. Alors évidemment, je ne vais pas énumérer tous ces états de base, parce qu'il y en a de puissance n. Donc sauf si n vaut pas grand-chose, ça va être possible, mais après ça ne va plus être possible. Donc on ne va pas les énumérer, on va les échantillonner. Mais cette représentation de la fonction de coût comme une somme sur les configurations est très utile. Donc on va postuler ça, je vais vous montrer que c'est vrai après. Et donc la stratégie, elle va considérer à générer des échantillons de n. Donc encore une fois, dans mon exemple de spin, n c'est une suite de bits, de valeurs de bits, donc c'est un des 2 puissance n états de base. Et pour générer ces échantillons, on va typiquement utiliser une procédure de Metropolis, dont je vais parler tout à l'heure un peu plus en détail. Une fois qu'on a fait qu'on a un échantillon, on va calculer les gradients de ma fonction de coût, donc qui est mon énergie variationnelle, et la métrique G, dans l'optique de Natural Gradient Descent, sur l'espace des fonctions d'onde, comme une somme sur ces échantillons. Et puis, on va utiliser l'algorithme de descente de gradient pour optimiser les paramètres. Alors ici, j'ai écrit le NGD, le Natural Gradient Descent le plus naïf, où on a le tenseur métrique et puis les gradients, avec un certain taux d'apprentissage état. Probablement aujourd'hui, dans les applications état de l'art, on va utiliser d'autres optimiseurs, mais qui ont toutes des relations avec ces descentes de gradient. Et puis, on va répéter ce processus jusqu'à ce qu'on obtienne une convergence satisfaisante. Voilà. Alors, ça, c'est la stratégie générale. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu les maths très simples qui sont derrière. Alors, d'abord, je vous ai promis qu'on pouvait écrire l'énergie. Alors, ce qui va suivre ici est complètement général. Il s'appliquerait aussi à une méthode de Monte-Carlo variationnelle où on prendrait une fonction d'onde de type Jastrow, Gutzwiller ou tout ce que vous voulez, qui n'utilise pas une architecture réseau de neurones. Ça, c'est quelques notions de base sur le Monte-Carlo variationnel, finalement.
Donc je vous ai promis que l'énergie pouvait s'écrire comme une somme sur les configurations, donc laissez-moi vous prouver ça. Donc mon énergie variationnelle maintenant, ça va être psi θ h psi θ, où psi θ est mon approximation de ma fonction de onde à n corps, donc grand psi. Hein, remarquez bien qu'ici il y a un grand psi qui est la fonction de onde à n corps, et petit psi qui est la décomposition, les coefficients de la décomposition de cette fonction de onde à n corps sur les états de base. Donc je peux écrire ça en insérant sa décomposition sur les états de base de cette manière. Et donc vous voyez que je peux réécrire cette expression en introduisant la distribution de probabilité pour une valeur fixée des paramètres variationnels, c'est-à-dire la probabilité qu'une certaine configuration n apparaisse dans ma fonction d'onde correctement normalisée. Donc c'est aussi la probabilité de, si je fais une mesure projective dans la base où les n sont écrits, d'observer une configuration n donnée dans une mesure en mécanique quantique, selon les principes généraux de la mécanique quantique. Donc Pθ de n, c'est cette distribution de probabilité, et vous voyez qu'ici, elle est écrite de manière normalisée. Alors, une des choses du Monte-Carlo variationnel qu'on va vouloir éviter, c'est d'avoir à calculer la normalisation. Parce qu'évidemment, pour calculer la normalisation, il faut sommer sur tous les états, ce que je ne veux surtout pas faire. Donc c'est ça la beauté de l'algorithme de Metropolis, c'est qu'on ne va pas être obligé de calculer la normalisation. Néanmoins, pour définir la mesure Pθ de n, j'ai intérêt à la normaliser, donc je la définis comme ça. Et donc vous voyez que je peux réécrire cette énergie comme une moyenne sur les configurations n, pondérée par cette distribution de probabilité, où Eθ de n, c'est cette quantité-là, c'est la somme sur les n', ça vient directement d'ici, de psi θ de n' sur psi θ de n. Alors évidemment, si cette quantité s'annule, on peut avoir des ennuis. On va supposer que ça ne nous arrive pas trop souvent, de nh n', que je peux aussi réécrire, si vous voulez, de nh psi θ sur psi θ de n. Les gens appellent ça de temps en temps l'énergie locale. Bon. Donc ça, c'est la décomposition de la fonction de coût, la fonction optimisée, sur les différentes configurations. Alors ensuite, je dois calculer les gradients. Alors en un transparent, voilà une démonstration de la manière dont on calcule les gradients. Donc on fait une variation de la fonction d'onde psi θ au premier ordre dans un petit changement des paramètres θ. Donc là, j'ai juste écrit la variation de la fonction d'onde. Je vais définir des opérateurs qui, pour chaque configuration, donc ça c'est un projecteur sur la configuration n, cet opérateur-là est diagonal dans l'espace des configurations, et ses composantes, c'est simplement la dérivée logarithmique des coefficients. Vous allez voir qu'introduire la dérivée logarithmique, c'est très utile. Donc maintenant, je calcule delta psi θ, et vous voyez que je peux diviser et multiplier par psi θ, par psi θ de n, et qu'ici, je vais reconstituer la fonction d'onde elle-même. Donc je peux écrire delta psi θ comme la somme sur toutes les directions de delta θ L. L, c'est toutes les directions dans l'espace des paramètres variationnels, donc les W, les A, les B, etc., hein, tous rassemblés dans θ, de cet opérateur dl agissant sur psi θ. Donc ça, c'est une définition, c'est une manière compacte d'exprimer la variation de la fonction d'onde au premier ordre en faisant agir les gradients logarithmiques sur la fonction d'onde elle-même dans toutes les directions. Donc je peux le résumer même ici en utilisant la notation bien connue des bras et des quêtes. D sur dθ de psi θ, c'est dl agissant sur psi θ. Alors maintenant, je vais utiliser cette expression ici et pour calculer la dérivée par rapport à θL de la norme et de la valeur moyenne de h en utilisant cette équation. Alors donc ça, c'est très simple. dl psi à gauche fois psi, plus psi fois dl psi à droite. Et donc vous voyez que ça, c'est psi, dl hermétique conjugué, plus dl agissant sur psi. Et de même, dl de psi h psi, ça va être psi fois dl croix h plus hdl psi. D'accord ? Donc maintenant, je vais introduire une notation qui est que valeur moyenne d'un opérateur O dans θ, c'est ça. Donc, par exemple, ma fonction de coût, c'est valeur moyenne de h θ. Et donc, vous voyez que ce que j'ai établi, c'est que dl de h
θ est égal à cette quantité-là, qui est 2 fois la partie réelle de HDL moins HDL. Donc, si je sais calculer les gradients, je vais savoir calculer la variation de la fonction de coût de cette manière-là. Je peux aussi prendre cette expression et l'écrire explicitement comme une somme sur les configurations, et c'est ça qui va être vraiment utile, pondérée par ma mesure de probabilité Pθ de n, que j'ai définie précédemment. Donc c'est un simple exercice. Vous prenez l'expression que je viens d'écrire, vous insérez la base complète des états n, de cette manière-là. Ça, c'est dl θ de n, c'est-à-dire les composantes d de log psi θ de n sur d θl, fois psi θ de n, fois ce truc-là, et vous divisez, vous multipliez par les fonctions d'onde qui vont bien, pour faire apparaître la densité d'énergie locale Eθ de n. Je vous rappelle qu'on l'avait défini quelque part ici. Et vous voyez qu'à la fin, vous obtenez que le gradient par rapport à θl de mon énergie variationnelle, en tenant compte de la normalisation, donc Eθ c'est psi h psi sur psi psi, est tout simplement donné par cette expression. Donc je dois prendre une valeur moyenne sur P de la variance, enfin de la fonction de corrélation, entre le complexe conjugué de la quantité Eθ, qui, malgré son nom d'énergie locale, est une quantité complexe, fois le gradient dans la direction L, le gradient logarithmique, tel que je l'avais défini tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est une expression explicite. Cette valeur moyenne sur P veut toujours dire somme sur n de Pθ de n fois f de n. Donc c'est toujours une valeur moyenne sur toutes les configurations, donc que je vais pouvoir échantillonner, avec des poids qui doivent être égaux à Pθ de n, psi de n carré sur la normalisation. Bon, alors ça c'est les gradients, et quand je fais de la descente de gradient naturel, NGD, je veux utiliser aussi la métrique sur les états. Donc il faut se donner une métrique sur les états. Voilà, alors il y a plusieurs manières de faire ça, mais une manière populaire, en particulier en informatique quantique, pour définir la distance entre deux fonctions d'onde, c'est tout simplement de considérer le produit scalaire de ces deux fonctions d'onde, ou plus précisément l'angle défini par ce produit scalaire. Donc je considère le produit scalaire normalisé, et je prends le arc cosinus pour trouver l'angle. Donc pour des états identiques, les deux vecteurs sont alignés, cet angle va être 0. Pour deux états orthogonaux, cet angle vaut pi sur 2. Et puis, je prends cette métrique sur l'espace des états, je la développe à l'ordre delta θ carré, donc je prends psi θ plus delta θ au sens de cette métrique, qui s'appelle la métrique de Fubini-Studi. Je prends le carré de ça, et je développe à l'ordre delta θ carré pour trouver la métrique, le tenseur métrique. Alors c'est un calcul très similaire à celui que je viens de faire, qui, une fois fait, donne ce résultat. Donc là, je ne le fais pas explicitement à la différence du précédent, mais je vais vous demander de me croire, c'est dans tous les bons livres. Et on trouve que ce tenseur métrique GLM, il s'exprime très simplement, tout simplement comme une fonction de corrélation des gradients, en fait, de la partie réelle de cette quantité-là, qui est une somme sur les configurations toujours pondérées par la mesure Pθ, fois les produits des dérivées logarithmiques. En fait, du complexe conjugué de cette dérivée logarithmique fois la dérivée logarithmique dans l'autre direction. Alors ça, si vous vous souvenez tout à l'heure du tenseur métrique qu'on avait trouvé dans le cas de deux distributions de probabilité dont la distance était mesurée par la divergence de Kullback-Leibler, on avait trouvé que le tenseur métrique, c'était l'information de Fisher. Et en fait, cette expression est quasiment identique à celle qu'on avait trouvée, à part pour ce complexe conjugué. Donc l'information de Fisher, c'était somme de P fois D de log P sur dθ, D de log P sur dθ. Donc ici, ce n'est pas D de log P, c'est D de log psi,
Donc c'est la dérivée du log de l'amplitude de probabilité et pas de la probabilité elle-même. Donc c'est une quantité complexe et c'est pour ça que dans le tenseur métrique, il y a la partie réelle. Donc cette métrique s'appelle le tenseur métrique Quantum Geometric Tensor. Et sa partie imaginaire est en fait la connexion de Berry. Elle est liée à la connexion de Berry. Voilà. Donc de nouveau, donc ça c'est en fait, pour voir la connexion entre cette expression-là qui fait intervenir les dérivées logarithmiques et le tenseur de la quantique géométrique tel qu'il est souvent défini dans les livres. Vous voyez ici, j'ai exprimé la moyenne sur les configurations pondérées par la mesure Pθ de n. Si je recombine juste très facilement cette expression en explicitant la dérivée logarithmique et en divisant par le psi qui sort quand je prends la dérivée du log, je peux aussi l'écrire tout simplement comme une somme sur les configurations. Donc cette fois, pas pondérée par Pθ de n, mais pondérée par la métrique uniforme sur les états. Et ça fait apparaître cette expression où il n'y a plus de dérivées logarithmiques, tout simplement des dérivées. Les deux expressions sont égales. Ça, c'est la version, je dirais, pour aficionados du Monte Carlo, qui vont échantillonner en fonction de Pθ de n, ou si on fait une mesure expérimentale. Ça, il y a d'ailleurs des manips, je crois que je l'ai cité là, et voilà, non, je ne sais pas, non. Il y a d'ailleurs des manips qui mesurent ce tenseur géométrique. Donc ça, c'est disons, plutôt dans une perspective Monte Carlo, ça c'est juste comme une somme sur les configurations, mais c'est le même objet. Voilà. Alors, on a maintenant toutes les briques de base qu'il nous faut. On a l'architecture de la fonction d'onde, on a le principe variationnel, on a les gradients, et on a le tenseur métrique. D'accord ? Donc on peut tout mettre en place ensemble. Et dans le cas des machines de Boltzmann, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a on peut très facilement obtenir une expression explicite pour les objets qui apparaissent ici, les d log psi. Il faut évidemment encore calculer tout ça, mais ces objets-là sont analytiquement connus. Donc c'est très facile, vous prenez le log de psi, c'est cet objet qu'on a vu tout à l'heure, vous prenez les dérivées, la dérivée par rapport au biais sur la couche d'entrée de log psi, c'est tout simplement le spin SI lui-même de la configuration, la dérivée par rapport au biais sur la couche cachée, c'est la tangente hyperbolique de cette sorte d'angle effectif qui est ma transformation affine, peut être complexe en général, hein. Et puis la dérivée par rapport aux connexions, c'est SI fois la tangente hyperbolique. Alors, reste encore à générer les échantillons. Donc là, on a vu comment calculer les choses quand j'ai un échantillon donné. Mais il faut aussi générer les échantillons de manière à les générer selon la mesure Pθ de n. Et je vais vouloir faire ça sans avoir à calculer la normalisation. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on sait très bien faire dans toutes les méthodes Monte Carlo. Alors, pour des petits systèmes, on n'a pas besoin du Monte Carlo, on pourrait juste calculer la normalisation sur tous les échantillons, calculer cette probabilité, générer mes échantillons, ou même énumérer exhaustivement mes échantillons par rapport à cette probabilité. Donc il y a par exemple dans Netcat, dont on va nous parler tout à l'heure, Filippo, il y a un exact sampler, mais qui évidemment, vous pouvez l'utiliser que pour des systèmes assez petits. Et pour des systèmes plus grands, il faut faire du Monte Carlo. Donc je vous rappelle en quelques minutes les principes de base du Monte Carlo. Donc qu'est-ce que c'est le Monte Carlo ? C'est un processus stochastique où vous allez faire une marche aléatoire dans l'espace des configurations, dans des temps discrets. Donc vous faites une marche, vous avez une configuration, à l'étape suivante de temps, vous sautez dans une autre configuration, etc. Le temps dont je parle n'est pas le vrai temps de l'évolution de l'équation de Schrödinger I d sur dt égale h psi, mais c'est un temps Monte Carlo. C'est donc le temps d'échantillonnage, la séquence d'échantillonnage. Je l'appelle temps ici par abus de langage. Donc qu'est-ce qu'on a ? On a une distribution de probabilité, Pt de n, à chaque étape de temps, qu'on fait évoluer dans le temps avec des taux de transition. Donc si ma distribution
et pt de n à l'instant t, j'ai des taux de transition alors, qui me font passer de la configuration n à n'. Ces taux de transition sont toujours écrits de manière telle que l'état de départ soit à droite et l'état de final soit à gauche, de manière que les choses matchent bien ici. Donc ça me dit simplement que la probabilité d'être dans la configuration n' à l'instant t plus 1, c'est la somme sur toutes les configurations que je pouvais être à l'instant t, de la probabilité d'avoir été dans cette configuration à l'instant t, fois le taux de transition de n à n' dans l'unité de temps. Donc ici, tel qu'écrit, donc ça c'est une équation maîtresse, je suppose que vous avez tous rencontré ça, tous et toutes rencontré ça au moins une fois dans votre vie, c'est l'équation maîtresse de la physique statistique hors d'équilibre, et tel que c'est écrit ici, c'est-à-dire pour un espace de configuration discret et en temps discret, les W sont en fait des probabilités, ce n'est pas juste des taux de transition, puisque j'ai normalisé l'unité de temps à 1, c'est vraiment des probabilités, donc toute leur somme sur les états n' finaux est égale à 1. Cette condition, elle assure la normalisation de la probabilité à chaque étape, c'est très facile à voir en sommant sur n' ici, que si j'ai ça, j'assure la normalisation de la probabilité à chaque étape, et elle me dit tout simplement que je ne perds rien. Je vais forcément quelque part, et si je compte toutes les occurrences où je vais quelque part avec une probabilité 1. Voilà. Vous pouvez d'ailleurs aussi bien réécrire cette équation en utilisant la normalisation de la probabilité comme la différence pour une configuration n' finale donnée, entre la probabilité à l'instant t plus 1 et la probabilité à l'instant t, qui fait intervenir la différence entre le taux de transition n vers n' et le taux de transition n' vers n. Ça, c'est une manière importante de réécrire cette équation pour les raisons que vous allez voir tout de suite. Si je prenais une limite continue, juste une footnote, si je prenais une limite continue en temps de cette équation, vous voyez qu'ici j'aurais une dérivée, il faudrait diviser par le pas de temps. J'aurais ici une dérivée par rapport au temps de la probabilité, et à droite j'aurais un noyau de diffusion. Donc cette équation devient une équation de diffusion dans l'espace des configurations. Bon, alors, qu'est-ce qu'on veut? On veut que, quand t devient grand, la distribution pt de n converge vers ma fameuse distribution d'équilibre psi de n carré sur psi de n. Et il y a une célèbre condition qui, dans les conditions favorables, assure ça, qui est la condition de bilan détaillé, ou detail balance, qui me dit que, vous voyez qu'une distribution stationnaire, si j'ai une distribution qui satisfait cette condition, c'est-à-dire que la probabilité d'aller de n vers n' fois la probabilité d'avoir été dans n est égale à la probabilité d'aller de n' vers n fois la probabilité d'avoir été dans n'. Donc si cette condition est satisfaite, la partie de droite est nulle, et donc la distribution est stationnaire dans le temps. Donc en particulier, la distribution d'équilibre a intérêt à satisfaire cette condition, sinon ce n'est pas une distribution d'équilibre. Alors maintenant, la question plus délicate, c'est de savoir si, étant donné une matrice de taux de transition W, vous convergez vers cette distribution d'équilibre à grand temps. Ça dépend des valeurs propres de W, et je ne vais pas me lancer dans cette discussion-là maintenant. Donc qu'est-ce que c'est que l'algorithme de Metropolis, fameusement introduit dans cet article célèbre? Il y a toutes sortes de controverses sur le web pour savoir qui a vraiment eu l'idée parmi tous ces auteurs. Entre parenthèses, c'est un des rares articles de physique que je connaisse qui est signé par deux couples. Bonne représentation, un bon gender balance dans cet article. Un article très célèbre, cité je ne sais combien de dizaines de milliers de fois probablement. Et donc, quelle est l'idée de l'algorithme de Metropolis, mais qui devrait réellement s'appeler de Metropolis, Rosenbluth et Rosenbluth, Teller et Teller. Donc, quelle est l'idée? L'idée, c'est qu'on va décomposer la transition de n vers n' en la proposition d'un mouvement, la proposition d'une nouvelle configuration et son acceptation. Donc, on va proposer un mouvement. Étant donné que si on est dans une configuration n, on va proposer la configuration n', selon une certaine règle, qui peut être, par exemple, c'est vous qui la choisissez, mais ça peut être, par exemple, vous faites un spin flip sur un voisin, ou vous faites des spin flips globaux pour améliorer les choses, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, enfin, within reason.
et on va regarder si on va accepter ce mouvement ou non. Donc, le taux d'acceptation est donné par cette formule ici, qui veut tout simplement dire la chose suivante. Je propose ce mouvement. Si ce mouvement conduit à une probabilité P de n, P étant la probabilité que je reconstituais, P de n' plus grande que P de n, c'est-à-dire si le n' est plus favorable, je l'accepte. Si le n' est moins favorable, je peux l'accepter quand même, mais avec seulement cette probabilité, P de n' sur P de n, et je la rejette avec la probabilité complémentaire. En pratique, ça veut dire quoi? Vous pouvez, par exemple, tirer un nombre aléatoire uniformément distribué sur 0,1, et vous l'acceptez si ce rapport de probabilité est plus grand que R. Donc ça, c'est le Monte Carlo général. Vous pouvez l'appliquer à absolument tout et n'importe quoi. C'est l'idée générale du Monte Carlo. Il est très facile de voir que cette règle obéit au principe du bilan détaillé. Et vous voyez que dans cette procédure, je n'ai jamais eu besoin de calculer la normalisation de P. C'est ça la beauté de cet algorithme. Donc je n'ai pas besoin de calculer la normalisation de P. Pourquoi? Parce que cette règle ne fait intervenir que le rapport des probabilités. Donc j'ai juste besoin de calculer ce rapport, qui va être un truc local, ça va être psi θ de n' au carré sur psi θ de n au carré. Je n'ai pas besoin de calculer la normalisation. Et évidemment, dans les bonnes librairies de code, il y a des optimiseurs, des échantillonneurs programmés pour ça. Donc dans Netcat, par exemple, je pense que Filippo nous en parlera, il y a un Metropolis Sampler qui est codé. Voilà. Donc ça, c'est le principe général. Échantillonnage des configurations par Metropolis, calcul des gradients, calcul de la métrique, etc. Et utilisation de la Natural Gradient Descent pour optimiser les paramètres θ. C'est ça l'algorithme à suivre. Alors voilà des résultats qui sont anciens, qui sont les premiers résultats en fait, que j'ai tirés du papier de Carleo et Troyer de 2017, que j'ai déjà mentionné, sur des exemples iconiques d'hamiltoniens que je vous ai montrés tout à l'heure. J'imagine que ces résultats peuvent être fortement améliorés maintenant, peut-être pas sur ce modèle simple, mais sur d'autres modèles. Mais enfin, ils étaient déjà très bien. Donc ici, vous voyez, pour le modèle Ising en champ transverse, l'erreur relative sur l'énergie exacte. Alors ça, c'est pour le modèle à une dimension, avec 80 sites dans la chaîne. Et je vous ai dit que ce modèle Ising en champ transverse à une dimension était soluble exactement par fermianisation. On connaît tous les états, tout le spectre, et donc a fortiori l'état fondamental en taille finie. Donc on peut comparer à l'énergie exacte. Voilà. Et donc vous voyez que ici, ce qui est représenté, c'est en fonction de la densité du réseau, c'est-à-dire alpha, c'est le nombre de neurones dans la couche cachée sur le nombre de sites ou de neurones dans la couche d'entrée, la même chose, H sur L, qui vaut ici dans ce graphe 1, 2 et 4. Et donc vous voyez la manière dont, pour différentes valeurs du champ transverse, on arrive à réduire cette erreur en augmentant la capacité. Alors par exemple pour H égale 2, donc H égale 2 c'est le cas où ce terme est grand, et donc ce terme il va vouloir favoriser une configuration très simple où tous les spins sont alignés dans la direction X. Donc j'ai cassé, alors que pour J égale 0, pardon, pour H égale 0, si J est antiferromagnétique, je vais avoir un état de Néel. Comme il n'y a que les termes SZ et Z, c'est un état propre du système, j'ai mon état de Néel, ou si J est ferromagnétique, c'est tous les spins alignés selon Z. Et puis quand j'augmente H, je vais faire basculer mes spins, et à un moment, il y a un point critique quantique à température nulle qui sépare deux états fondamentaux, celui où j'ai mon état de Néel, disons, et puis celui où tous les spins sont orientés selon X. Donc je passe d'un système qui a deux états fondamentaux dégénérés, dans le cas antiferromagnétique, mais deux états de Néel, à un système qui a un seul état fondamental, qui est tous les spins alignés selon X, selon le champ H. Donc vous voyez, quand H égale 2, c'est assez facile, on arrive ici à avoir des capacités déjà avec avec H égale L, donc 80 neurones dans la couche cachée, 81 bits d'entrée, qui est déjà 10-6. Pour H égale 1,5, qui est dans l'autre phase, qui est dans la phase Néel, disons,
il faut aller jusqu'à h égale 2 ou 4 pour faire descendre cette erreur jusqu'à ces valeurs. Et puis le point le plus dur, de manière pas très surprenante, c'est le point critique, qui est à h égale 1, exactement au point critique. Et donc là, vous voyez, à alpha égale 4, on est à, je ne sais pas, 10, autour de 10 moins 5. Voilà. Donc ça, c'est l'exemple du modèle d'Ising en champ transverse à une dimension. C'est vraiment un cas test pour tester la méthode. Ça, c'est un peu plus dur. C'est le modèle d'Eisenberg, donc plus dur, en dimension 1, où on connaît aussi l'énergie fondamentale exacte par ansatz de Bethe, cette fois, plus compliqué, et seulement l'état... enfin bref, on connaît l'état fondamental exact. Et en dimension 2, où on ne connaît pas l'état fondamental exactement. Donc ici, comparaison à une dimension, aussi pour une chaîne de 80 spins. Vous voyez qu'on arrive avec une densité 4 à descendre aussi à des précisions de l'ordre de 10-6. Et ça, c'est une comparaison à une fonction d'onde de Jastrow. Donc on met un facteur de Jastrow, j'expliquerai un peu ce que c'est dans le cours 4 sur les fonctions fermioniques. Et vous voyez que cette méthode bat Jastrow très bien. Ça, cette fois, c'est à 2 dimensions, donc pour un réseau de 100 spins. Alors, pour vous donner une petite idée, 100 spins et demi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire par diagonalisation exacte. Diagonalisation exacte, les meilleurs algorithmes pour trouver l'état fondamental par des méthodes de Lange-Chose utilisant toutes les symétries et les techniques sophistiquées pour mettre en mémoire tout ce qu'on peut mettre en mémoire, etc., peuvent faire 50 spins. Et 50 spins, ça n'a pas été fait il y a très longtemps. C'est Alex Vitex et Andras Löschle il n'y a pas très longtemps. Donc on peut faire 50 spins, là il y en a 100, donc oubliez la diagonalisation exacte. Donc la comparaison ici, elle est faite à 2 méthodes qui sont, je dirais, state of the art, qui sont des méthodes basées sur celle-ci en particulier, PEPS, qui est basée sur les réseaux de tenseurs, la généralisation des méthodes de réseaux de tenseurs à 2 dimensions. Et donc vous voyez qu'avec une capacité de réseau qui est maintenant beaucoup plus grande, 16, donc 16, ça va vouloir dire que j'ai 100 neurones dans ma couche d'entrée, hein, et j'ai 1600 neurones dans ma couche cachée. Je crois que ça, c'était toujours des réseaux à une couche, il me semble. Oui, dit Philippe. Et vous voyez qu'on arrive à battre PEPS sur des profondeurs de ce type. Entre parenthèses, je ne sais plus à quoi avait été normalisée l'erreur ici, puisque ce modèle ne connaît pas l'énergie exacte. Mais bon. Ce plot qui est ici vous montre la convergence du processus d'optimisation pour différentes profondeurs en fonction du nombre d'itérations dans... Alors là, il s'agit des itérations dans l'algorithme de descente de gradient. Et donc, vous voyez comment on converge. Ça, c'est un zoom sur la convergence à la fin. Donc, vous voyez en fait que l'état alpha égale 4, il arrive à converger vers le fondamental à une certaine précision, qui est de l'ordre de 10-6. L'état auquel on arrive avec alpha égale 2, il est coincé à une précision un petit peu plus grande, un petit peu moins satisfaisante. Ça, c'est un exemple très beau. Si vous demandez à Siddhartha Das, qui est sans doute dans l'assistance, si vous appliquez les mêmes méthodes à un modèle qui a de l'ordre topologique à longue distance, en utilisant un RBM naïf, c'est beaucoup moins joli que ça. Donc, bon. Alors, ça, disons, c'est tous des exemples que j'ai tirés du premier article, celui de Carleo et Troyer. Je vais maintenant vous montrer, mais c'est réellement juste pour vous faire sentir un peu l'état de l'art, des exemples récents sans les discuter en détail, juste pour que vous ayez une petite idée. Donc ça, c'est le modèle J1J2. Alors ce modèle est fameux dans la communauté du magnétisme quantique frustré. Donc qu'est-ce que c'est le modèle J1J2 ? C'est un modèle d'Eisenberg antiferromagnétique à 2 dimensions, dans lequel on rajoute un couplage second voisin. Donc J2 selon les diagonales du réseau carré. Et ce modèle est connu pour avoir une succession de phases, et en particulier un régime intermédiaire de couplage
où il semblerait qu'on ait une phase sans ordre magnétique qui serait un liquide de spin. À ma connaissance, dans la nature, et pas entièrement consensuel encore aujourd'hui. Donc ici, vous avez la phase antiferromagnétique standard, avec de l'ordre de Néel. Ça, c'est le facteur de structure à pi, que vous voyez ici. Donc ce résultat ici n'est pas un résultat par réseau de neurones, c'est un résultat déjà assez ancien, enfin, tout est relatif, par Monte-Carlo variationnel, en fonction de J2 sur J1. C'est juste pour vous donner une idée du diagramme de phase. Évidemment, à J2 très grand, vous avez l'autre état où les spins s'ordonnent selon pi0, 0 pi dans le système. Donc ça, c'est l'autre facteur de structure ici, je crois. Non, c'est celui-là, le vert. Et puis, entre les deux, aux alentours de J2 sur J1 égale 0,5, vous avez une phase intermédiaire, pour lequel différentes choses ont été proposées, des plaquettes, bond crystals, etc. Bon, voilà. Donc ça, c'est un article d'il y a quelques années de Kenichi, Titus Neupert et Giuseppe Carleo, qui utilise une structure de réseau de neurones un peu plus sophistiquée, qui utilise des réseaux de neurones convolutionnels pour implémenter les symétries de translation. Et vous voyez ici le facteur de structure à pi, qui est le en bleu, et le facteur de structure à pi0, qui est en vert. Donc c'est les deux ordres extrêmes dont je parlais à l'instant. Et vous voyez qu'effectivement, on arrive à reproduire l'existence d'une transition entre les deux ordres en fonction du champ transverse, en fonction du rapport de couplage J2 sur J1. Ici, c'est une comparaison dans cet article entre toute une série de méthodes, le VMC, le groupe d'harmonisation de la matrice densité, et ces réseaux de neurones convolutionnels pour différentes valeurs de J2, etc. etc. En fait, dans cet article récent que j'ai mentionné, ça c'est apparu sur le net il n'y a pas longtemps, il y a une comparaison entre différentes architectures de réseaux, et aussi, et c'est très important, j'en ai pas parlé du tout, mais peut-être Filippo nous en parlera, je ne sais pas, sur les différentes manières d'implémenter les symétries du système pour améliorer l'énergie variationnelle. Donc en fait, on peut implémenter les symétries dans ces méthodes, comme dans d'autres méthodes variationnelles, en sommant la fonction d'onde ou les éléments de la fonction d'onde sur les orbites du groupe de symétrie. Donc on prend une configuration, on regarde toutes les orbites par lesquelles elle se transforme par symétrie, on fait une somme sur tout ça. Alors il y a différentes manières de faire ça. On peut par exemple prendre l'exponentielle de la somme symétrisée ou prendre la somme symétrisée de l'exponentielle. On peut implémenter les symétries séparément sur la partie réelle et imaginaire. Dans cet article, il y a une discussion de ces différentes symétries, comparaison de l'efficience de ces différentes symétries, en même temps qu'il y a une comparaison des différents réseaux. Donc je vous passe les acronymes. Ça, c'est une machine de Boltzmann restreinte. Ça, c'est un réseau de neurones convolutionnel. Ça, c'est un réseau de neurones récursifs du type de ceux dont Juan Carrasquilla nous parlera dans 2 semaines. Et vous avez ici les erreurs pour le modèle de Ising en champ transverse, cette fois à 2 dimensions, les erreurs relatives. Non, ce n'est pas l'erreur relative, l'erreur par site et la variance par site pour ces différentes architectures de réseau. Et puis ici, vous avez ici par exemple dans ce graphe, vous avez toujours cette représentation de l'énergie en fonction du pas d'optimisation pour les différentes manières, cette fois, d'implémenter les symétries. Et donc vous voyez ce qu'il trouve ici, c'est que la meilleure convergence, enfin, les autres restent coincés à une précision de l'ordre de 10-2, quelque chose comme ça. Par contre, celle-là, qui est cette manière ici d'implémenter les symétries, descend plus bas. Voilà. Sur J1, J2, peut-être que le state of the art, c'est, je ne sais pas exactement, mais c'est peut-être cet article-là qui étudie toute une série de modèles bidimensionnels, carrés,
honeycomb, triangulaire, kagomé, etc., par ces méthodes variationnelles. Voilà, bon, ben, je crois que magnifiquement, j'ai à peu près réussi à couvrir tout ce que je voulais couvrir. Je signale quand même un certain nombre de sujets qui peuvent être l'objet de futures discussions et qui sont certainement aussi l'objet de recherches en cours actuellement. Donc j'ai déjà parlé de ces comparaisons entre différentes architectures, quelle architecture choisir pour quel problème, et l'implémentation des symétries. J'ai mentionné de manière allusive que pour des systèmes qui ont de l'ordre à longue portée caché, comme de l'ordre topologique dans la chaîne de spin-1 d'Heisenberg par exemple, la chaîne de Haldane, il fallait travailler un peu sur l'architecture du réseau pour arriver à le faire. Une question très intéressante que j'ai déjà mentionnée, c'est les connexions entre les représentations par réseau de neurones et d'autres méthodes de compression de la fonction d'onde, comme les méthodes de matrix product states. J'ai déjà cité un des articles, plusieurs articles qui fait ça. Et il y a aussi cet article-là de notre orateur d'aujourd'hui, et de Riccardo Rossi et al., qui étudie cette question en relation avec les réseaux de neurones récurrents, autorégressifs, dont je n'ai pas encore parlé, mais dont Juan nous parlera dans 2 semaines. Voilà.